Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous avez comme objet coupant de plus de 40 cm? Parce qu'aujourd'hui, ça va chier. Et sinon, pour l'épilation du maillot, vous avez quoi? Salut tout le monde, c'est Thermic pour cette quatrième partie de chronique sur Akame ga Kill avec de nouveaux projecteurs qui nous illuminent la gueule et des ombres qui nous disent bonjour derrière nous. Bonjour ombre. Et pour être arrivé jusqu'ici sans faire de crise de fatigue, moi je dis qu'on peut s'applaudir. Allez, voilà, bravo, on s'applaudit, voilà, on s'applaudit. Bref, comme d'habitude, avant toute chose, on va faire un petit résumé de l'épisode précédent. Après un monologue en voix off des plus épiques annonçant la deuxième partie de l'anime, Night Raid piège la moitié des Jaegers, s'ensuit un combat bien cool se terminant par l'assassinat de Bols par Chelsea. BAM! Et l'élimination de Chelsea par Kurome. BAM! Après cet avant-goût de la suite, Night Raid va à l'autre bout du pays pour assassiner un dirigeant religieux et lancer la révolution pour de bon. Après l'avoir abattu ainsi qu'une série de méchants dont... BAM! Tatsumi et Mine tombent amoureux tandis que le reste de Night Raid mène à bien la mission. Suite à ça, Tatsumi et Lubak tentent d'infiltrer le palais impérial mais se font trahir par leurs contacts et se font battre par un général de l'Empire et le fils du ministre. Tatsumi se fait capturer et Lubak... BAM! Notre cher protagoniste se fait donc condamner à mort, mais Night Raid vole à son secours et après une grosse bataille contre SDS et l'autre général de l'Empire, ils réussissent à s'enfuir avec lui grâce au sacrifice de Susanoo. Mais Mine, trop blessé par le combat, rend l'âme sur le chemin du retour. Après cette hécatombe, Kurome lance un duel à Akame pour en finir une bonne fois pour toutes. Et après un combat bien rempli, il se prend le sabre d'Akame dans le torse et meurt. Enfin, on voit l'armée révolutionnaire aux portes de la capitale montrant que le combat final est maintenant juste devant nous. Et c'est là-dessus que nous reprenons notre histoire. Tiens, c'est quoi ces petits machins blancs dans ma main là? Cherchez mes gants. En voyant ce qui se passe, le premier ministre se rend compte qu'il est dans la merde et persuade l'empereur de faire un truc qu'on comprend pas très bien mais qui a bien l'air d'être une arme secrète. D'un autre côté, on voit Wave sur une petite colline à l'extérieur de la capitale devant la tombe de Kurome. Et on va profiter de ce moment pour faire un point personnage sur Wave. Alors, Wave est en tout point l'alter ego de Tatsumi, un type de la campagne innocent et plein d'espoir qui se rend à la capitale pour rejoindre l'armée et qui est embarqué dans un truc qui le dépasse complètement. Et enfin, pour couronner le tout, son aigu ressemble énormément à celui de Tatsumi. Donc voilà, ils partent sur la même base, mais leur développement diffère. Petit à petit, Wave, qui était au début sûr de faire le bien, commence à douter de ses motivations en voyant ses compagnons mourir les uns après les autres et perd peu à peu sa motivation pour combattre. Pour lui, le devoir d'un soldat est de protéger le peuple, mais en voyant tous ces massacres, il finit par se demander ce qu'il protège vraiment s'il n'est même pas capable de protéger la vie de ses compagnons. Et c'est justement pour cela qu'il pose la question, pourquoi nous battons-nous? Pour résumer, Wave est ce qu'aurait été Tatsumi si celui-ci serait resté du côté impérial. Et c'est une très bonne idée en fait. Après ça, au QG de Night Raid, Najenda réunit une dernière fois ses membres restants, soit Akame, Leon et Tatsumi pour leur ultime mission, assassiner le premier ministre. Le grand final! A partir de là, tout va très vite. L'armée rebelle défonce les portes, Night Raid s'infiltre dans le palais impérial, Leon se bat contre Ran, Akame et Tatsumi arrivent jusqu'à la salle du trône où se trouve le premier ministre, mais au moment où Akame est sur le point de le buter, l'empereur active son arme secrète qui est... Attention Tatsumi! Un Gundam! J'adore Code Geass. Il s'avère en fait que ce gros truc est le tout premier et plus puissant aigu qui ne peut être utilisé que par l'empereur. Tatsumi se bat donc contre ce gros tas de ferraille. Tiens, c'est marrant, on dirait Bison dans Street Fighter. On a donc droit à une grosse bataille pleine de power-up. Ouais! De sang. Ouais! D'épique. Ouais! Et il y a un truc génial, Night Raid et les Jaegers coopèrent. Les deux camps, en voyant l'empereur manipulé par le ministre commencer à détruire la capitale pour arrêter l'armée rebelle, même si cela implique d'exterminer tous les citoyens avec, mettent leurs différents côtés pour sauver le peuple. Et je trouve cette idée excellente. Parce que ça montre ce qu'on se dit depuis la création des Jaegers. Les deux camps font partie des gentils. La seule chose qui les différencie est leur manière de faire les choses, mais ils ont tous le même but, protéger les innocents. Et ça, c'est du putain de génie. Faire passer les méchants au stade de gentils sans que ceux-ci ne changent ni leur idéologie, ni leurs actions, c'est super classe. Mais... on a donc droit au combat le plus épique de tout l'anime entre d'un côté Tatsumi et Wave contre le Gundam de l'Empire de l'autre. On se rend compte que Tatsumi pète maintenant encore plus la classe que Brat et Susanoo réunis, il réussit à battre le Gundam, mais celui-ci une fois hors service menace de s'effondrer sur l'endroit où les habitants de la capitale se sont réfugiés. Ah c'est con! Ah c'est très très con! Tatsumi essaye alors de l'arrêter, il réussit, et attention, que va-t-il se passer? Réponse A, Tatsumi se relève et sort une punchline de la mort qui tue. Réponse B, un Deus Ex Machina arrive en rajoutant du suspense, puis c'est la fin de l'épisode. Ou réponse C, Tatsumi meurt comme une merde. Si vous avez choisi la réponse A, félicitations, parce que c'était absolument pas la bonne réponse. Et non, Tatsumi meurt comme une merde, et puis il y a un Deus Ex Machina qui arrive. Bien.
J'imagine que vous vous êtes rendu compte que depuis le début, je me moque un petit peu de la mort des personnages. Et que même si je trouve ça chiant, ben c'est comme ça, et donc j'essaie de continuer à apprécier l'anime en essayant de comprendre la logique derrière les choses que j'aime pas. Et puis si on regarde en détail et qu'on analyse chaque cas, on se rend compte qu'en fait la très grande majorité des personnages a une vraie raison de mourir. Soit pour faire avancer l'histoire, soit pour développer les autres personnages. Mais là, Tatsumi, le personnage principal de notre identification dans l'anime, est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est une idée de merde? C'est le seul et vrai reproche que j'ai à faire à l'anime, faire mourir le personnage principal. Tatsumi est celui par lequel on s'identifie dans l'histoire qui nous est racontée. C'est par lui que nous vivons ce qui se passe devant nos yeux. De ce fait, s'il se fait tuer, on perd nos derniers repères et ce qui se passe devant nous perd beaucoup de sa saveur. Parce qu'encore une fois, je le répète, le héros, c'est nous. S'il meurt dans l'histoire, on meurt dans l'histoire. Attention, par contre, j'insiste bien sur le se faire tuer. Sacrifice ou suicide, si c'est bien amené, ça peut être cool. Surtout que là, Tatsumi, il a une mort de merde. Il vient de buter la plus grosse source de puissance du monde entier, et il meurt en essayant de sauver 3 pauvres paysans. Et il n'allait pas me dire que « Oui, mais non, tu vois, c'est logique, parce qu'il est mort en essayant de protéger le peuple !» Non, vu la taille du machin, je peux vous assurer qu'il y a au moins 2-3 personnes coincées en dessous, si vous voulez mon avis. Et en plus, sa mort rend complètement inutile celle d'autres personnages comme celle de Brat ou Susanoo. Car leur mort servait à développer le personnage de Tatsumi, à le faire grandir et finalement à surpasser ses mentors. Pour comparer, c'est un peu comme si tu montais en haut d'une montagne ultra haute et que tous tes amis s'étaient sacrifiés pour que tu puisses atteindre le sommet, et une fois arrivé, tu trébuches sur un caillou et tu tombes tout en bas. Bref, on arrive à la fin, donc on va essayer de tenir encore un peu. Mais là, je vous avoue que c'est dur. Donc voilà, après la mort de Tatsumi, Esdes se pointe. Ah, Esdes, bonjour, j'ai une question. T'étais où? Non, parce que t'arrives un tout petit peu trop tard, là. Ah! Elle se rend compte que Tatsumi est mort et sombre dans une rage incontrôlable et accuse Akame d'être la seule responsable du sort de Tatsumi. Elle bute tout le monde dans les environs en faisant une arène de glace, lève son sabre et provoque Akame en duel. Commence ainsi la grande bataille finale, l'affrontement entre les deux personnes les plus puissantes de l'Empire et de la Révolution, dont nul ne sait qui en sortira vainqueur. Et je m'arrête 2 secondes pour vous raconter une petite anecdote. Esdes se pointe à la toute fin de l'épisode 23, et donc après le générique, comme d'habitude, on a le droit à une preview de l'épisode suivant. Donc le 24e et dernier épisode, vous suivez jusque là? Sauf que la preview nous spoil l'intégralité du combat. Et personnellement, je pense que c'est pour les types qui ont fait la série une manière de nous dire « Hey, salut! Bon, on a merdé donc on va remettre directement à la fin, comme si c'est pas la peine de regarder le dernier épisode. Au revoir !» Les deux se battent dans un combat pas aussi épique que celui avec le Gundam, mais qui déchire quand même bien sa race. Akame tue Esdes en utilisant la capacité spéciale de son Taigu, et en défonçant par la même occasion le cliché du méchant qui tue les gens parce qu'ils sont faibles. Entre temps, Léon bute le premier ministre, mais se prend 3 coups de revolver. C'est la fin, tout le monde est content, l'armée révolutionnaire a gagné, Léon réussit à rester en vie assez longtemps pour dire adieu à Akame, puis va mourir dans une ruelle, l'empereur est exécuté publiquement, on a droit à une scène d'adieu entre Akame et Najenda, puis un monologue très classe qui marque un point final à l'anime. Et c'est la fin. Voilà, on a fini l'histoire, on peut passer à la conclusion. Mais étrangement, c'est pas à quoi je m'attendais, je suis un peu perplexe. Bon, commençons par la technique. Sur ce point, Akame ga Kill fait un sans faute. Les OST sont excellentes, l'animation est correcte, les doubleurs sont à fond dans le délire, les personnages sont géniaux et l'histoire tient la route. D'ailleurs, au niveau des doublages, c'est pas qu'ils sont extraordinaires par rapport aux autres animés, mais c'est que chaque seiyuu double un personnage qui lui va à la perfection. Comme la grande Kana Anazawa pour Seryu ou ce cher Yoshitsugu Matsuoka pour Lubak. Pour ce qui est de l'animation, le style est vraiment bon. Ils ont utilisé un truc dont je suis super fan, c'est le plan crayonné. Le plan crayonné est un nom random de moi-même n'ayant pas trouvé l'appellation exacte de la technique. Celle-ci repose sur le fait de mettre l'image en pause quelques secondes en lui donnant un style plus brut et crayonné, procurant une plus grosse importance à la scène. Ce procédé a été réellement démocratisé avec l'anime Kill la Kill il y a quelques années, même s'il existait déjà bien avant dans des œuvres telles que Jojo Bizarre Adventure. Il y a aussi un petit détail sur lequel il faudrait que je m'attarde avant de commencer la partie sensible. Ce détail, c'est l'univers. L'univers d'Akame ga Kill est un des meilleurs qu'il m'était donné de voir dans un animé. Ce n'est pas le plus rempli, ni le plus passionnant, mais il parvient à trouver un juste équilibre pour ne pas trop empiéter sur l'histoire tout en donnant des justifications et des précisions quand cela est nécessaire. Par exemple, à la question toute simple de « Pourquoi créer des armes de destruction massive quand on dit protéger la paix du royaume ?» Eh bien, tout simplement car le monde est parsemé de monstres et de créatures horribles potentiellement dangereuses pour les humains. Les Taigus sont donc à la base plus des moyens de défense que des instruments de mort. Et je vous précise que rien de ce que je viens de vous expliquer n'est présent dans l'animé. Ce ne sont que des réflexions qui me sont venues naturellement pendant le visionnage pour préparer ma chronique. Mais tout ceci contribue peut-être, mais ne suffit pas à faire un bon animé, car c'est surtout au niveau de l'histoire et de ses personnages qu'Akame ga Kill réussit son coup. Les personnages, donc, comme vous avez pu le remarquer, il y en a beaucoup, et c'est pour ça que j'ai eu du mal à tout retranscrire, mais sachez une chose, ils sont excellents.
Soyons clairs, ils sont clichés au possible. Entre le héros au grand cœur, la One-sama ou la tsundere, ils n'ont absolument rien d'original. Mais ils sont exploités à la perfection. Non, vraiment, j'ai rien à dire dessus, ils ont tous un background original et un développement complet. Bon, à part un ou deux, d'accord. Et j'ai pas l'impression que c'est un talent inné de Takehiro pour faire des personnages de qualité. Non, vraiment, je pense que ce mec a compris le manga. Les personnages ne sont pas juste bons dans le sens où on l'entend, mais une fois placés dans le contexte de la japanimation tout entière, ils prennent figure de modèle dans leur genre. Ils sont inspirés de nombreux autres caractères de personnages tout en apportant leur touche d'originalité et d'évolution. Et ça ne s'arrête pas seulement aux personnages. On dirait vraiment que Takehiro a réussi à prendre une grosse masse de codes et de clichés, que ce soit au niveau de l'univers, de l'histoire ou des personnages, pour en faire quelque chose de nouveau de la plus grande qualité. L'histoire donc, comme je l'ai dit un petit peu avant, le seul vrai reproche que j'ai à lui faire est la mort de Tatsumi. Mais j'aimerais continuer un petit peu mon analyse en passant par plusieurs points. Je pense que de la même manière que One Punch Man qui essaie de faire évoluer le monde du manga de l'intérieur, Akame ga Kill essaie de faire de même avec les codes qui régissent l'animation. Pour commencer, il nous faut revenir tout d'abord à la scène avec Seiryū et SDS dans les jardins. C'est avec ce moment qu'on commence à apercevoir là où veut nous emmener l'auteur, quand on se met à ressentir une profonde empathie envers la tristesse de Seiryū et une certaine sympathie devant le comportement d'SDS. Je vous rappelle qu'à ce moment-là de l'anime, on est censé les considérer comme des méchants de la pire espèce. Quelques épisodes plus tard, durant le combat entre Akame et Kurome, sur lequel je me suis déjà attardé dans la troisième partie, on voit Wave demander le « Pourquoi nous battons-nous ?» Cette question, posée presque à la fin de l'anime, s'adresse autant aux personnages qu'à nous, aux spectateurs. C'est alors qu'arrive le grand final avec le gros Teigu Gundam géant qui force Night Red et les Jaeger à coopérer pour protéger le peuple. Ce qui m'amène au point suivant. Les méchants ne sont pas devenus gentils, les méchants ont toujours été gentils. Quand on y réfléchit bien, les Jaeger ne sont présentés comme des méchants uniquement quand ils sont confrontés à Night Red, donc uniquement quand les idéaux des deux camps entrent en conflit. Bon, pour que ce soit plus clair, je vais prendre un exemple. Imaginez qu'on nous raconte l'histoire de Wave, jeune campagnard venu à la capitale de son pays pour se faire un nom, et qui se fait embarquer dans une équipe pour affronter un groupe d'assassins n'apportant que le chaos dans l'Empire. Et ça marche, parce qu'ils n'ont jamais été méchants. La seule chose qui les sépare sont leurs idéaux, leurs raisons de combattre. D'où le combat final entre Akame et SDS représentant les deux plus grandes forces de l'Empire et de la Révolution. D'ailleurs, au final, le personnage d'SDS est un des seuls vrais méchants de l'anime, et d'ailleurs un des plus grands méchants que j'ai jamais vu. Elle est le parfait exemple du personnage qui justifie tous ses crimes par le « ils étaient faibles ». Mais là où c'est du pur génie, c'est lors du combat final quand Akame explique point par point à SDS en quoi sa façon de penser est mauvaise, détruisant donc le cliché de ce type de personnage tout entier. En d'autres termes, Akame ga Kill est une œuvre subversive, une œuvre qui tend à faire évoluer les codes du manga lui-même. Et c'est là qu'arrive le problème. La mort des différents personnages, et plus particulièrement celle de Tatsumi. Comme vous avez pu le remarquer tout au long de l'anime, on a droit à ce qu'on appelle des Sudden Explosion Death, c'est-à-dire la mort brutale et inattendue d'un personnage. Je ne reviendrai pas sur la mort de tous les personnages vu que cela demanderait beaucoup de temps pour un truc pas très intéressant, mais dites-vous juste qu'à part 2-3 personnages comme Mine ou Lubak, toutes les morts sont à peu près justifiables. Sauf pour Tatsumi. Si vous tuez le personnage principal de l'histoire juste avant la fin, absolument tout perd de sa saveur et on se sent concerné par absolument plus rien. Ma théorie est que Takehiro a voulu essayer de casser un code de plus en faisant mourir des personnages à l'appel, allant même jusqu'à faire mourir son personnage principal, en pensant que ça donnerait un aspect plus intéressant à l'anime. Mais non, dans les faits, ça marche pas. Et en plus de ça, ça gâche une fin qui sans ça aurait été parfaite. Cependant, tout n'est pas à jeter. L'anime a une grande qualité que je n'ai pas encore évoquée et qui est en rapport avec la mort intensive des personnages. On ne sait pas qui va gagner. Une fois que l'on s'est rendu compte que tout le monde pouvait mourir à tout moment, on ne sait absolument pas qui va gagner le combat qui se déroule sous nos yeux. Et ça le rend tellement plus épique. Mais le plus horrible avec ça, c'est que je suis vraiment dégoûté que la fin soit gâchée par ce tout petit truc. Parce qu'à cause de ça, beaucoup de gens, dont moi, ont été dégoûtés par la fin et l'anime n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir. Et j'aurais adoré voir l'impact de l'anime sur l'industrie du manga si celui-ci aurait eu le succès de Shingeki no Kyojin. Donc, est-ce que je vous conseille Akame ga Kill ? Dans un sens, oui, vu que c'est un anime excellent autant pour les passionnés que pour les néophytes qui tend à faire évoluer les codes de l'animation. Mais je viens de tout vous spoiler, donc ça aura nettement moins de saveur. Je ne vous conseille donc pas l'anime, mais le manga. Red Eyes Sword, le manga duquel est adapté Akame ga Kill. L'histoire suit une trame légèrement différente, les dessins sont corrects, et les chapitres sont bien remplis. Je n'en dis pas plus pour ne rien spoiler, mais sachez que le manga réussit à s'inspirer des erreurs de l'anime pour corriger ses propres erreurs scénaristiques. Et ça, c'est du putain de génie. Donc, pour conclure cette conclusion, lisez le manga, et si vous êtes intéressé, regardez l'anime. Vous aurez alors l'occasion de vous taper de nombreuses barres de rire en repensant à toutes les blagues qu'on a fait dans cet épisode. Cela conclut donc cette chronique sur Akame ga Kill. Ça aurait été un très long épisode, mais on l'a fini. Et donc, c'est l'heure. Oui, c'est l'heure.